On est très heureux de pouvoir passer ce temps avec vous. Et on va écouter avec grande attention Jean-François. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de participer à d'autres ciné-rencontres, vous laissez vos coordonnées tout à l'heure. Il y aura une dame là qui prendra vos coordonnées. Et puis on vous enverra un mail chaque fois qu'il y aura des rencontres. Donc je vais laisser la place maintenant à Jean-François. Et un grand merci pour sa venue. Oh non, mais ça va, vous avez déjà applaudi, ça va, c'est bon, j'ai été nourri, tout va bien. Alors, c'est la première fois que je monte sur une estrade, parce que là, je trouve que finalement, je vois un petit peu plus. Alors, c'est rigolo cette histoire, parce que ça fait longtemps que je veux venir à Montélimar. On était venu pour la projection de Gazelle. Ça va, Marie-Laure? Alors oui, j'ai Marie-Laure, j'ai ma maman, j'ai Auguste, Marie-Pierre, voilà, des petites têtes que je connais, puis je pense que j'en connais d'autres. Ah oui, Jaco, Agnès, voilà, ici aussi je connais. Bon, il y a des fois, il y a des têtes, je ne les ai pas vues depuis tellement longtemps. Mais non, tu n'as pas changé, mais je ne remettrai pas un prénom, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et je tenais vraiment à venir ici, parce que moi je suis resté quand même dans cette région longtemps, hein, entre 6 ans et... Ouh, papy, il fait le loup. Et 40 ans, je crois. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça me tenait à cœur et puis j'arrivais pas à contacter. Et puis, en fait, Pascal Morin, un pasteur qui m'avait invité, j'ai eu Pascal qui me téléphone et qui me dit « Tiens, si on refaisait une projection… Alors, il me parlait du film Gazelle. Je lui ai dit « Écoute, on a un autre film qui est plus à la mode actuellement. » Ce Gazelle, c'était il y a quand même 8 ans. Et puis ben, il m'a dit ok, ça marche. Et puis du coup voilà, nous sommes là ce soir et puis vous êtes très nombreux, très debout, mais voilà, on fait comme on peut. Et si bien qu'on s'est dit qu'on reviendrait peut-être dans quelques jours pour refaire une avant-première. On verra, c'est suivant la demande. Si vous en parlez aux amis, tout ça, et dites-leur qu'il y a peut-être une possibilité de revenir. Peut-être pas pour Auguste et Marie-Pierre, ça fait un peu loin pour revenir. Mais voilà, ce sera avec plaisir en tout cas. Donc, on en a fait 70 des avant-premières avec ce documentaire. Là, on est allé aussi en Suisse. Alors là-bas, il y a eu beaucoup de succès aussi. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on vit ce soir. Et on était parti pour faire 4 avant-premières, puis on en a fait 20 au final. Ils ne voulaient plus me lâcher. Mais on se régale toujours autant. Et puis, alors quand même, évidemment qu'il y a une question qui revient très rapidement et en général qui est sur le podium à chaque fois, c'est que sont devenus les 4 criolos, évidemment. Et bien pour la première fois, vu qu'il y a du monde, je vous le dirai pas. Si? Ouais, non, de toute façon c'est une blague parce que je suis trop loin de la porte de sortie et si vous vous braquez contre moi tout de suite, ça va pas le faire. Donc ils vont bien. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir des nouvelles aussi parce que quand on est revenu, ça a été tourné en février-mars en 2019, donc on est l'été, en février-mars, parce qu'on est de l'autre côté de l'équateur, enfin tout est inversé là-bas. Et en fait, moi je sais que vous avez vu, hein, j'ai fait des grosses erreurs. Hein, pour ceux qui ont fait des stages avec moi, ils disent mais Jean-François, mais qu'est-ce que tu as fait à un moment là, on t'a perdu, je me suis perdu moi aussi. Vous avez vu ce problème de timing, à un moment que je regarde et puis je me dis ouais mais là c'est sympa mon histoire là. Je fais avancer les chevaux avec le regard et tout, j'ai vraiment kiffé les moments et qui m'ont mis vraiment dans l'émotion. Mais je dis, mais bon, il ne faut pas que je la joue égoïste, mon histoire. Et je me suis dit qu'à un moment, peut-être que tant pis pour les images, et d'ailleurs je disais tant pis pour le documentaire même, on va enfermer les chevaux dans un petit paddock parce que je passe trop d'énergie, je passe trop de temps. Et si j'arrive pas à dresser ces chevaux, ils vont passer à la méthode traditionnelle du palenqué, et moi j'avais vu une jument qui était restée, donc qui avait été dénuquée. Alors, un cheval dénuqué, il ne sert plus à grand chose. Alors en Argentine, non mais de toute façon même chez nous, un cheval dénuqué, c'est fini pour lui. En tout cas, voilà, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, tant pis pour le documentaire. Moi je commençais à m'attacher vraiment à ces 4 petits chevaux aussi. Et du coup, voilà, j'ai forcé les choses, j'ai commencé à plus être à l'écoute des chevaux, mais à l'écoute du planning. Et voilà. Et puis, je suis mal à l'aise dans cette situation. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais après l'accident, en fait, c'est comme si c'était libérateur parce que je me relève. Alors après avoir failli partir en arrière, je souris parce que figurez-vous que le matin, j'avais prié.
Et je lui ai dit, mais écoute Seigneur, là vraiment j'ai un souci dans ce chemin, je sens que je brutalise les chevaux, je suis plus du tout en harmonie avec eux comme dans la première partie, je suis mal à l'aise et je veux un signe. Je veux un signe de savoir si je continue comme ça parce qu'il restait plus beaucoup de jours ou si j'arrête. Et ben, je l'ai eu mon signe. On dit que dans la vie, il faut prendre du recul. Meneuse m'en a fait prendre. Mais c'était génial parce que imaginez-vous le documentaire sans cet accident, eh ben, j'aurais continué à avancer comme ça parce qu'après tout, une technique qui passe ou qui casse, ben, tant qu'elle passe, vous avez tendance à continuer. Et puis ben, là, elle a cassé et c'était excellent parce que là, du coup, pour la fin, j'ai peut-être pour la première fois de ma vie, alors que j'en avais entendu parler comme tout le monde, ben, le lâcher-prise, c'était quand même quelque chose d'intéressant à vivre. Alors j'en viens à mes catriolos qui, quand Florent m'a vu forcer les choses comme ça, parce que lui il voyait les images sur l'ordinateur, et il me disait mais pourquoi tu fais ça? Parce que là je comprends pas, ta première partie elle était bien, et on le voit, lui il vient un petit peu manipuler les chevaux, il dit c'était tout léger, c'était sympathique comme tout, puis là tu bouscules un peu trop peut-être. Et je lui dis ouais mais j'ai tellement peur qu'il passe au palanquet, c'est comme ça que ça s'appelle, ça veut dire poteau, ils n'ont pas été chercher très loin, la technique où on attache les chevaux jusqu'à les épuiser, tout ça. Et il m'a dit écoute, je peux rien te promettre parce que moi j'habite pas sur place à l'année, mais je ferai tout pour qu'on trouve un dresseur nouvelle génération, hein, on en parle un petit peu parce qu'il faut pas leur jeter la pierre non plus aux Argentins, ils font comme on leur a expliqué, enfin comme leur grand-père et leur père faisaient. Et puis il m'a dit mais je te promets d'essayer de trouver un dresseur qui sera plus cool avec tes chevaux. Il les appelait mes chevaux à la fin, alors que c'est les siens. Et puis ben, ils ont fini par trouver, après 1 an, parce que là on est quand même vraiment au bout du monde. Hein. Quand je dis qu'on est sans connexion, il n'y avait pas de portable, il fallait faire 14 km de piste avant d'avoir le premier village. Et quand vous commandez un pneu là-bas, je le sais parce que de temps en temps on explosait les pneus là-bas parce qu'il y avait quand même beaucoup de cailloux, fallait des fois 3 jours comme peut-être 10 jours parce qu'il fallait retourner, enfin bon voilà, on est vraiment loin de tout. Et du coup, ben, ils ont fini par trouver un dresseur qui vient, Eduardo, le chef des gauchos, a mis dans un paddock les 4 chevaux, puis a dit au dresseur, ben voilà, c'est ceux-là. Il y a un Français qui est venu courir un peu derrière, tout ça, on n'a pas trop compris. Mais voilà, ceux-là, ils sont à débourrer. Et le gars les a entrepris, et puis le soir, ils font le bilan avec Eduardo. Il dit alors, moi les chevaux, j'ai été les voir, je leur ai présenté l'école, ils ont presque mis la tête dedans. Il dit bon, ils n'ont pas trop l'habitude de ça en Argentine. Hein. Il y a des chevaux qui sont au service depuis 10 ans, notamment la mère d'élu. Vous voyez que c'est un peu dans les gènes. Hein. La mère d'élu, ils sont toujours obligés de l'attraper soit en la renfermant dans un box, soit en l'attrapant en lasso avec un autre cheval. Après 10 ans de service, c'est quand même étonnant. Et du coup, il dit, ben voilà, après l'école, j'ai mis la bride, après la bride, j'ai mis la selle, et puis ben, j'ai mis le cavalier. Il dit, mais vous êtes sûr que c'est ceux-là qui sont à débourrer? Alors ça, c'était une super nouvelle, parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu de combat, et voilà, donc c'était impeccable. Donc aujourd'hui, ils sont au service des gauchos, alors tout simplement pour ramener 7000 moutons 2 fois par an, et puis pour surveiller quand même, refaire les clôtures, tout ça, et sur 25 000 hectares. Donc ça fait quand même un peu du chemin et du boulot. Et en plus, comme disait Florent, les Argentins, ils aiment bien aller doucement, parce qu'après, ils ont peur de s'ennuyer. C'est ses propos, hein. Mais voilà, alors maintenant que j'ai répondu à cette question évidente, eh ben, je vous en prie, ceux qui veulent commencer, poser vos questions, tout ça. Comment va Florent? Comment va Florent? Florent va bien, je l'ai eu il y a quelques jours, il est courageux dans son histoire, hein. Je pense que tu poses cette question par rapport à son cancer du poumon. C'est en très bonne voie, il a le moral. L'autre jour quand je lui ai téléphoné, il était en train de faire sa 5e chimio. Bon, il avait quand même une petite voix sur le moment parce qu'il m'a dit, écoute, je ressemble plus à rien. Il dit, puis les 60 ans, fou, je les vois bien, hein, parce qu'il dit, je suis passé devant une glace là et j'avoue que sans poil sur le caillou, c'est plus pareil. Oui. François, on te remercie beaucoup. Ah, ben c'est. Qui c'est qui dit ça? Ah, c'est Paul. Ah, mais oui, il y a Paul aussi. En effet. Mais merci à toi, merci à vous, mais c'est gentil. Est-ce que vous travaillez avec... Alors, il y avait juste cette petite dame qui avait commencé. On va y arriver, hein, on est nombreux, on va y arriver. Pourquoi vous étiez imposé ce timing? Parce que vous auriez pu prendre plus de temps.
Alors pourquoi 40 jours? C'est une question qui revient souvent. Parce que j'avais des engagements en Europe. Et qu'est-ce qu'on a bien fait de les faire? Parce que on a dû rentrer un peu d'argent avant cette histoire de Covid. Et c'est toujours un peu gourmand, hein, un film pour le cinéma. Donc voilà, c'était très bien organisé, tout va bien. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça s'appelle 600 jours, 4 criolos et du silence. Parce que moi, dans mon idée première, mais je suis un espèce de... Ça, c'est Dieu qui a changé les choses en moi, mais des fois, c'est parti un peu loin parce que je suis tellement optimiste que moi, je me voyais me balader avec ma petite selle et puis mettre sur le dos des chevaux, tout ça, en 40 jours. J'ai pas compté que 40 jours, ça fait que 10 jours par chevaux. Pour un débourrage sur des chevaux explosifs comme ça, c'est un peu limite. Même pour des chevaux normaux, normalement, je prends plus de temps, mais je sais pas, j'étais bien dans mon aventure. Rempli de rêves dans ma tête, des paillettes partout, c'était génial, mais sur le terrain c'était un petit peu plus dur après. Et c'est vrai que, comme je le dis dans le film, 4 chevaux en même temps, et d'ailleurs ma femme me disait souvent, ça fait un peu... Comment c'était déjà les anciens là? Comment? Colombo, merci. Ma femme me disait, et le pire c'est qu'elle a souvent raison, parce que moi justement je suis un peu dans mes rêves, et elle m'a dit, mais franchement tu aurais dû prendre un cheval, parce que tu aurais peut-être pu prendre plus de temps et tout ça. Mais quand j'ai vu les 4, moi en fait dans ma tête, encore une fois, je me suis dit mais lequel je vais choisir en disant quoi? Que je condamne les 3 autres à passer à la méthode traditionnelle? Et voilà, ça c'était inconcevable pour moi parce qu'il y a une autre question qui revient souvent, quel était celui que tu préférais? Alors, de loin, bébé, élue, mais franchement c'était celle qui était vraiment la plus belle et qui me touchait quand je la regardais. Ombré, c'était mon pote d'amour, et puis Meneuse, j'en pouvais plus tellement je l'aimais, quoi. Donc voilà. Et comme je dis, ce qui est rigolo, c'est que j'ai 4 enfants. Parce que je disais souvent dans les premières avant-premières, je disais, mais c'est comme si on me demandait quel est l'enfant que je préfère. Et j'espère bien que les parents ne sont pas en train de dire, alors je vais te le dire, mais doucement, parce que sinon je vais braquer les autres. Et ce qui est rigolo, c'est que dans mes enfants, j'ai 2 mâles et 2 femelles aussi. Ça fait longtemps que je suis dans le métier. Donc voilà, les 40 jours, parce que j'avais des engagements en Europe, il fallait que je revienne. Et pourquoi 40 jours? Normalement, c'était 41. Mais après l'accident, j'étais pas trop bien. Franchement, j'ai passé une nuit, là, je vous l'ai fait un peu légère, parce que je voulais pas plomber l'ambiance, mais maintenant que vous êtes là, on peut vous dire la vérité. Non, franchement, j'ai vraiment pensé que j'étais en train de mourir cette nuit-là, et j'avais une compression dans la boîte crânienne, et je me suis dit, je dois faire une hémorragie interne, parce que sur le moment, ça allait pas bien, mais c'était pas si mal. Et d'ailleurs, on vous les a pas montré les images, mais j'ai voulu continuer. Et il y a mon caméraman qui était là, enfin déjà mon caméraman, vous avez vu, il est balèze, hein, il continue à filmer alors qu'il vient m'aider. Mais Jérôme, il a été au point quand même. Et toutes les 10 secondes, alors que j'étais à 4 pattes, il me disait « Ça va, tu veux pas t'asseoir ?» J'étais là, je dis « Non, je veux pas bouger là, je suis bien comme ça. » Enfin, je suis pas trop mal. Et montre en main, ça dure 3 minutes 30, où je reste à 4 pattes. Et après, je me relève et je suis pas bien. Et j'ai même eu envie dans la nuit de me lever pour écrire une petite lettre à ma famille. J'aurais peut-être commencé par toi, maman. Et puis, en fait, dans mon lit, je me suis dit, je vais écrire une lettre quand même. J'avais dû voir ça dans un film, ça paraissait sympa. Mais j'ai pas pu me lever. Et là, je me suis dit, là, c'est peut-être plus grave que ce que je pensais. Et vers 6 h du matin, la compression a commencé à partir doucement. J'ai commencé à pouvoir bouger un petit peu dans mon lit. Mais à 9 h du matin, quand j'arrive dans la cuisine et qu'il y a mon caméraman qui est là, qui fait « Ah oui, on va pas aux chevaux ». J'étais tout blanc, j'étais pas bien, et voilà, j'ai passé la journée à lire la Bible, à chercher à comprendre où étaient mes erreurs. Et je me suis souvenu que le matin, parce que j'ai relu mon cahier aussi. Je me suis dit à quel moment j'ai commencé à partir dans l'erreur, et comment je peux récupérer tout ça. Et en relisant, j'avais marqué, ce matin, j'ai prié pour avoir un signe. J'ai fait, ah oui, d'accord. Et prochaine fois, je demanderai un petit signe, peut-être. Oui, c'est étonnant que moi, ce qui m'a étonné, c'est que vous passiez tout de suite à la selle, sans essayer à cru. Justement, on vous sentait dans la... Si, j'ai essayé à cru, en montant sur... Si. C'est quand vous revenez, justement. Mais après, en fait, les images vont un peu vite.
parce que là-bas, on n'a pas d'électricité, donc on est avec soit un groupe électrogène, soit des éoliennes, et ça fait des variances d'électricité terribles, et on a grillé du matériel. Et il y a le dernier disque dur qui a grillé, en fait. Et on avait un petit peu plus les préparations, quand je tiens les pieds, tout ça, mais bon. Voilà. Et mon monteur était catastrophé d'ailleurs, parce qu'il m'a dit « Mais Jean-François, il y a le dernier disque dur qui a grillé !» Et j'ai dit « Ben oui !» Et mais moi j'étais tellement confiant après cette aventure en fait. Moi j'avais fait mon aventure, je dis bon maintenant on fera ce qu'on pourra. Et puis avec ce qui s'est passé là-bas, je suis revenu, j'avais l'impression d'être changé en fait. Cette histoire de lâcher prise, mais là on a des rythmes de fou en ce moment. Mais je sais pas, ça passe un peu au-dessus de moi et j'apprécie grandement en fait parce que c'est plus facile d'être serein comme ça. Puis j'ai un métier moi avec les spectacles, les stages et tout ça qui me demande encore quand même pas mal d'énergie. Puis je suis plus tout jeune, hein, j'ai quand même 26 ans maintenant, donc il faut que je me détende un peu. Et puis voilà, mais c'est vrai que vraiment cette aventure, et d'ailleurs je pleure pas souvent, mais à la fin de l'aventure, je craque, mais de bonheur, je vais retrouver ma famille, je viens de réaliser ce que je viens de vivre, parce qu'encore une fois, après l'accident, là, vous voyez comment tout se met en place, tout est doux, et puis moi après la nuit que j'avais passée, je me suis dit, il faut certainement pas que je retombe, parce que je sais pas ce qui peut se passer dans mon corps, et puis je vois bébé qui est là, et je lui mets la selle, il bouge plus d'une oreille, je dis, oh, je vais mettre le pied, et puis je mets le pied, je dis, oh, je vais essayer de monter. Oh, puis je monte dessus et puis je dis à mon caméraman, tiens, ouvre-moi le paddock là, je vais faire un tour dans la pampa. Et voilà, et je me balade et je suis heureux comme un gosse qui a découvert un nouveau jouet, alors que je suis déjà monté à cheval, mais là c'est comme si c'était la première fois que je montais à cheval. Donc voilà. Alors oui. Est-ce que ton intervention a changé la vision des gauchos par rapport au débourrage ? Alors, pas vraiment cette aventure, mais je sais qu'en fait, on a rencontré Florent par hasard en fait. C'est rigolo parce que justement, on nous a contacté. Alors, c'est une Belge qui habite en Patagonie et qui nous fait venir pour faire un stage. Et puis à la fin de ce stage, c'est vrai que il y a des exemples que je donne aux Européens en disant mais ça sert à rien de donner des sucres, des caresses. Et les gauchos, ils me regardaient comme ça, ils faisaient bah ouais. Ben nous on fait pas ça. Les carottes on les mange. Et c'est vrai qu'on est... Et c'était marrant parce que je pouvais pas tellement prendre les exemples que j'ai l'habitude de donner ici. Et puis à un moment, le stage fini, je commence à partir, puis il y a un gaucho qui m'appelle et il pleurait. Enfin, il avait les larmes qui coulaient comme ça. Et puis, alors je vais chercher la traductrice, je dis parce qu'il veut me contacter, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il va me dire, quoi. Alors je vais chercher la traductrice et puis je dis ben voilà. Et le gars dit en 2 jours, tu m'as montré que ça fait 50 ans que je me trompe. Et c'est pas mal. Et donc c'est pour ça que tous les défenseurs des animaux qui sont toujours en train de jeter la pierre directement, en disant ouais c'est dégueulasse ce qu'ils font. Enfin il n'y a pas trop d'enfants. C'est pas bien ce qu'ils font. C'est très brutal. Ils tuent des chevaux. C'est vrai. Mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, le grand-père faisait comme ça, le père faisait comme ça, et puis finalement, moi par exemple, je parle surtout français, je suis très mauvais en langue, alors que là j'essaye de parler cheval, vous voyez comment je pars comme ça, mais en tout cas, je parle français parce que mes grands-parents parlaient français, ma mère elle parle français, mais quand même. Non, beaucoup mieux que moi. Et du coup, voilà, ma vision, ce jour-là, en tout cas, je me suis dit, faut faire attention. Parce qu'ils sont prêts à changer, mais on leur a pas donné peut-être l'occasion. Alors oui. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas votre voix pour amadouer les chevaux ? C'est la même question. Mais si vous avez tous la même question, on va gagner du temps. Hein. Parce que ça va être la même réponse. Et alors pourquoi je ne parle pas ? Parce que, en fait, c'était avant l'aventure. Je vais, moi, te poser une autre question. Je vais faire mon politicien, tu vois. Si tu vas en Angleterre, l'idéal, c'est de parler quelle langue ? Anglais. Anglais. C'est bien parce que tu n'as pas senti en moi quelqu'un qui allait te piéger. Parce que souvent, je dis ça aux gens et il leur paraît la réponse tellement évidente qu'ils n'osent pas répondre. Ils disent oui, c'est qu'il essaye de me piéger. Non, toi, a priori, tu me fais confiance ou tu es inconsciente, je ne sais pas. Mais... Et voilà.
Ça, c'est la réponse évidente, sans piège. Si je vais chez les chevaux, l'idéal, c'est que je parle quoi? Cheval. Est-ce que tu as déjà entendu un cheval claquer de la langue? Est-ce que tu as déjà vu un cheval donner un bout de carotte à un autre? Est-ce que tu l'as déjà vu caresser un autre? Non. Alors, il y a le grooming, qui est les chevaux qui se gratouillent l'encolure, mais ce n'est pas une récompense, c'est un moment privilégié de la journée. Et en fait, pendant 40 jours, je n'ai pas entendu mes chevaux hennir une seule fois, et la seule fois où ils ont fait du bruit, c'est quand ils se mettaient cul à cul comme ça et qu'ils se battaient avec Ombré et Lule. Donc en définitive, moi je fais cette aventure pour essayer de me dire, je vais trouver les 4 meilleurs professeurs au monde pour continuer à avancer dans cette idée de parler cheval à un cheval, parce que plus tu vas parler cheval à un cheval, plus il va te comprendre, ça paraît logique. Et nous, les êtres humains, on fait plein de choses. Et là, par exemple, je vous parle, j'ai tous les regards tournés vers moi. Les chevaux, si tu regardes les images, tu peux les passer au ralenti, faire des arrêts sur image. Très très rarement, un cheval va regarder un autre dans les yeux. D'accord? À la limite, il va regarder le nez pour venir sentir, mais le regard dans les yeux comme ça, voilà, je l'ai vu très rarement, donc voilà, je parle pas, parce qu'en fait, en plus, je me suis rendu compte que quand tu parles à un cheval, ça t'empêche, toi l'être humain, pas très subtil, de rentrer dans cette subtilité de communication avec les chevaux. Et moi, ça fait juste 40 ans que je cherche un truc que j'ai trouvé là-bas, c'est être en harmonie avec les chevaux. Alors il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais non, mais moi j'ai vu des spectacles, et puis on était touchés par ta relation. Mais moi, pour être honnête, je sentais que j'avais pas encore ce truc, et je me suis dit, peut-être que je manquerais toujours de talent. Alors bon, j'ai cherché pendant 40 ans, mais c'est là aussi où Dieu m'a aidé dans la vie en me disant, tant que tu seras pas orgueilleux, tu pourras apprendre. Parce que c'est dans l'humilité, en fait. C'est quand tu te dis que tu sais pas que tu apprends. Et moi, c'est dans cette humilité-là que je me suis dit, je veux encore apprendre. Et d'ailleurs, je le marque au début, malgré mes 40 ans d'expérience, je veux encore progresser. Je veux comprendre encore mieux ce monde. Et là, quoi de mieux que 25 000 hectares et 4 chevaux qui n'ont pas du tout envie d'être avec moi? Parce qu'il y en a qui me disent, mais ils ne sont pas vraiment sauvages. Vous avez raison, ils ne sont pas vraiment sauvages. Sauf qu'il y en a 2 sur 4 qui ont été quand même attrapés au lasso, ligotés et castrés à vif. À la limite, comme je dis, mieux vaut un cheval sans expérience qu'un cheval avec une mauvaise expérience. Et étonnamment, regardez qui me sent la main le premier, c'est Ombré. Alors bébé, lui après, il est monté en agressivité. Et quand même pendant l'aventure, c'est Ombré qui est resté le plus explosif jusqu'à longtemps dans l'aventure. Et bébé qui a quand même essayé de m'attaquer. À un moment, je suis à 2 doigts de prendre un coup de pied. Vous voyez les images où le cheval s'arrondit et ça peut partir très vite. Quand je touche les fesses de meneuse, le coup de pied, je m'y attendais pas du tout. Alors, quand même, je restais sur mes gardes, mais voilà quoi. Et voilà pourquoi je parle pas, contrairement à ce soir, où je parle beaucoup. Et 40 jours, c'est comme Jésus dans le désert. Alors, c'est rigolo parce que dans la Bible, 40 jours, c'est le temps de l'enseignement. Et moi, j'allais vraiment là-bas pour être enseigné, donc voilà, tout va bien. Et c'est vrai que là-bas, il m'est arrivé des choses que j'ai jamais acceptées dans ma vie. C'est, par exemple, d'accepter d'être inefficace. Et il y a un jour, ça marche pas du tout. Et je reviens, alors on avait le temps de discuter avec mon caméraman, et puis il me voit sourire un peu bêtement. Et puis il me dit, mais aujourd'hui, ça n'a pas avancé du tout. C'est la première journée où tu n'as plus d'évolution. Et je lui dis, ouais, mais je t'imagine, peut-être que, puisque je suis là pour être enseigné, peut-être que c'est pour me dire qu'une fois dans ma vie, il faut que je me rende compte que accepter d'être inefficace, c'est génial. Il me regarde comme ça, il me fait « Ah ouais, d'accord ». Et puis on rentre, le lendemain on y retourne, c'est encore pire. C'est encore pire parce que les chevaux ne se tournent même plus comme ils se tournaient au début, donc j'ai plus du tout de regard. Dès que je m'approche, ils partent, mais sans même me regarder, contrairement au début où ils étaient un peu effrayés. Parce que là, ils me connaissaient un petit peu, donc ils ne se méfiaient pas, et ils partaient. Et toute la journée, j'ai fait ça. Et je rentre, et je souris à nouveau. Et là, Jérôme me dit, alors hier, ok, tu acceptes d'être inefficace, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est encore pire. Et je lui fais, mais je remercie le Seigneur de m'enseigner dans ce sens-là. Parce que s'il m'avait demandé tout de suite d'accepter de faire marche arrière, ça aurait peut-être été un peu difficile à avaler la pilule. Mais là,
Hier, j'apprends à être inefficace, pardon, et aujourd'hui, j'apprends à faire marche arrière. Je lui dis, c'est génial l'enseignement, il est vraiment dans le bon sens. Et il me regarde et fait, ah bon, d'accord. Il est gentil, Jérôme, hein, c'est un amour. Et le 3e jour, on retourne, mais quand même, moi, dans ma tête, je me dis, alors aujourd'hui, peut-être je vais même pas trouver les chevaux. Ah oui, à force. En plus, là, Florence foutait bien de ma tête, parce que, à un moment, même à Soussena, qui parle bien français, mais quand même, elle a des petites lacunes, et puis quand je dis j'ai accepté d'être inefficace, elle me regarde, elle bug un peu, elle fait d'être inefficace. Donc elle s'assure d'avoir bien compris. Et moi j'étais content, je dis ouais, ah d'accord. Puis elle aussi, elle explose de rire. Puis Florent m'attendait un peu au virage, vous avez vu la relation qu'on a à ce moment-là, et quand le lendemain je reviens, il me dit alors, aujourd'hui qu'est-ce que tu as appris? Parce que hier tu as appris à être inefficace. Et je dis aujourd'hui je suis content, j'ai appris à faire marche arrière. Et là il explose de rire et dit ah ben dis donc, en 40 jours tu vas aller loin. Hein. Donc voilà, mais ça c'était bien parce qu'il m'aidait aussi à dédramatiser certaines situations. Et le 3e jour, j'avance et je vois en esprit deux aimants qui se repoussent en fait. Tu sais, les aimants ils peuvent s'attirer, mais si tu le tournes, ils se repoussent. Et ça faisait exactement l'image que j'avais eue la veille où j'avais fait marche arrière. Les chevaux ne me regardaient même plus. Et quand j'avançais sur eux, ils s'écartaient, ils se stabilisaient pour manger. Et puis je me rapprochais, et à nouveau, mais sans même me regarder. Et en allant les chercher le 3e jour, je vois cette image, et je sais que Jésus parlait souvent en parabole, hein, avec les histoires de blé, tout ça, et puis je me dis, tiens, on dirait une espèce de parabole qui me parle, et je dis, mais ça veut me dire quelque chose. Il y a quelque chose là, à ce moment-là, qui est pour me guider. Et puis, je vois une main qui tourne l'aimant, et à ce moment, l'autre aimant est attiré, et là, ça marche. Et puis j'essaye de comprendre cette parabole. Moi, il faut m'expliquer tranquillement. Je ne sais pas si j'ai des profs qui sont là dans la région, dans la salle, c'est possible parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même été à l'école. Et je me suis dit, je ne vais quand même pas me tourner pour aller voir mes chevaux. Mais des fois, le fait de montrer le dos, ça peut les rassurer. Et en même temps, je me disais, mais non, ça sonne faux, c'est pas ça. Et puis d'un seul coup, je réalise qu'en fait, les aimants, c'est positif ou négatif. Et je me dis, ah mais c'est ça en fait, c'est que dans ma tête, ça faisait 2 jours exactement que je me disais que ma famille me manquait. Alors c'est pas être en colère, c'est pas être très négatif, ma famille me manque. Je dis, mais attends, si c'est ça, je vais la tourner mon histoire. Je vais dire, c'est génial parce que chaque seconde qui passe me rapproche de ma famille. Et d'un seul coup, ça me met dans une positivité, et je suis content, et bon, j'étais content déjà la veille, mais là, je me mets vraiment dans... Je chasse pas cette pensée, mais je la tourne. Et je deviens positif. Et c'est là où je découvre la main tendue. Et la main tendue, c'est un geste que je cherche depuis toute ma carrière. Et c'est vrai que... Alors pour ceux qui sont un peu dans les chevaux, c'est pas pour chasser les hanches. Hein. C'est vraiment... c'est comme si je mettais... Alors là, vous allez me trouver un tout petit peu barré, mais bon, maintenant je pense que vous êtes un peu préparé. Donc c'est comme si on mettait du gel dans la queue du cheval, qu'elle soit à l'horizontale, il faut du gel un peu costaud, de la glu, et on pousse et dans ma tête, en fait, c'est comme si je poussais le bout de la queue pour faire pivoter les postérieurs et me ramener les antérieurs. Et ce que je sais, c'est qu'un cheval, pour se mouvoir dans la nature, et là où c'est confortable pour lui, c'est pas de chasser les hanches, c'est justement au contraire d'envoyer toujours les antérieurs. Un cheval décontracté, il se déplace comme ça. Et quand je découvre le geste avec Meneuse, là c'était vraiment les premières images, et que je la vois quand je dis elle rentre dans la danse. Et quand je vois les antérieurs venir vers moi, je me dis ah ça y est, là on est en train de trouver un truc intéressant où le cheval se sent à l'aise. Parce que la veille, j'avais essayé avec Élu la main devant pour la tirer, et on voit que ça marche, la jument suit le mouvement, mais elle se durcit, ça l'agace, et à un moment elle part. Et je me dis ok, utilise tes bras, mais là je ne les mets pas au bon endroit. Et puis c'est comme ça que j'ai cherché. De toute façon, j'avais que ça à faire. Hein. J'avais rien à perdre. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gauchos, ils n'ont pas 40 jours à passer, vous comprenez, pour monter sur leur chevaux. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que les gauchos, le débourrage, ils sont très efficaces au début parce qu'ils épuisent l'animal. Ça, c'est vraiment la technique. On épuise l'animal, mais jusqu'à... si vous avez le cœur bien accroché, faites un tour sur Internet, vous allez trouver...
Mais c'est quand même très violent. Et même qu'à un moment, je voyais le cheval complètement épuisé et le dresseur prend, un dresseur reconnu hein, de Patagonie, et il prend de la terre comme ça dans sa main et il jette dans les yeux du cheval, mais à bout portant. Alors le cheval fait une réaction, il tombe au sol et là il se jette dessus, il lui prend les narines et il l'empêche de respirer par le nez. Oui, mais bon, lui, il a vu encore une fois son grand-père, son père et tout ça, voilà. Donc, ben oui, alors lui, il le fait adroitement. Hein, c'est là, pour le coup, il est assez adroit, il saute sur la tête du cheval et tout ça. Mais le problème, c'est que quand tu débourres un cheval comme ça, ben après, il y a des fois, quand ils veulent fermer une barrière, il ne faut pas qu'il lâche le cheval. Hein, parce que le cheval, il y a des fois, il part avec le matériel et donc, on les voit très prudents avec, en fait. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'avec les chevaux, on peut prendre deux chemins. Enfin, on a deux chemins devant nous. On a le chemin du dressage. Et regardez, même nous, les Whittaker, où moi je suis assez dans ce milieu-là, mais juste pour animer avec mes chevaux. Mais je vois ces champions qui gagnent des grands prix avec des chevaux. Et puis tu les vois descendre, et puis le cheval, il le laisse tout de suite au groom. Eux, leur relation avec le cheval, elle n'est pas vraiment bonne. Et pourtant, ils sont au plus haut niveau. Et on peut très bien dresser cet animal sans avoir du tout de bonne relation avec lui. Comme aussi, on peut regarder la mère d'élu qui se fait attraper au lasso, mais après la journée elle ne bronche plus, hein, elle est très à l'écoute et tout. Et on peut avoir une très belle relation avec son cheval sans le dresser du tout. Donc en fait voilà, pour moi, c'est pas forcément en même temps qu'on a... Enfin, c'est pas... Il n'y a personne qui m'aidera. Hein. J'ai bien compris. Ça peut être dissociable, mais en même temps, ça peut être aussi, et je le conseille, parce que moi, le premier, je fais du dressage. Tu vas pas voir un cheval dresser coucher un autre cheval dans la nature. Donc j'ai bien une partie dressage, mais c'est vrai que de plus en plus, et surtout après cette aventure, le dressage, j'essaye de le mettre bien après. Hein, et construire la relation vraiment avant, et après on gagne du temps aussi. Oui, mais ça paraît logique. Et après, eux, ils ont des chevaux dressés, mais il ne faut pas qu'ils les lâchent. Oui, petit bonhomme. Le premier jour, vous avez fait combien de kilomètres avant d'arriver? C'est marrant parce que, alors la question, c'est le premier jour, combien vous avez fait de kilomètres? Beaucoup. Et pas que le premier jour. Et j'avais amené 2 paires de baskets, et elles étaient flinguées toutes les deux après l'aventure. Et c'est marrant parce que quand Florent m'avait... ouais, parce que le fait de le rencontrer par hasard, en fait, c'est que dans un stage qui était organisé par la Belge, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai pas fini, et ça m'arrive souvent, et elle a dit, mais chez moi c'est trop petit en fait, on est victime des inscriptions, un peu comme ce soir. Elle dit donc il faudrait qu'on déménage dans le campo de mon voisin. Il dit mais vous le connaissez peut-être parce qu'en fait c'est un chanteur français. Elle dit bah alors chanteur français, Patagonie, Florent Pagny. Et du coup, et c'est là-bas que j'ai rencontré Florent, et puis je lui ai exprimé mon rêve de rencontrer des chevaux sauvages à l'origine, et puis c'est après qu'il m'a téléphoné en disant voilà, moi ils sont pas vraiment sauvages, il y en a 4, mais il faudrait les dresser. Et du coup, et d'ailleurs on le voit, au début lui dit mais moi je te les mets là si tu veux les chevaux. Hein. Il dit mais il faut que je te mette une balise Argos, alors je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une balise, tu sais, qu'on met sur les gens qui risquent de se perdre, comme un truc GPS quoi. Et ma femme, quand je lui ai dit que Florent m'invitait dans son campo, c'était après une très très grosse tournée où j'avais été très peu à la maison. Alors le rôle de père, je le fais pas super bien parce que je suis assez absent. Et j'avais fait une petite réunion familiale en disant, bah, écoutez les enfants, voilà, il faudrait que je parte 2 mois. Et par contre, le but du jeu, ce serait que vous veniez me rejoindre pour que ça fasse pas 2 mois encore sans se voir. Et puis surtout, j'avais dit à ma femme, mais et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Elle m'a regardé, elle m'a dit, ce rêve, tu l'as depuis des années, tu l'as eu depuis que je te connais. Elle dit, il faut que tu le fasses. Parce qu'en plus, tu as 50 ans, si dans 10 ans, on te le repropose le truc, peut-être tu n'auras plus les jambes de le faire. Et j'ai souvent pensé à elle dans mes kilomètres de marche. Mais j'avais pas de... D'abord, les téléphones, là-bas, ils ne marchent pas, donc même si tu as le système GPS, ça ne marche pas. T'en as une autre ?
Exactement, il a raison, hein, il a bien observé, il dit la caméra des fois elle était plus proche que moi, et lui il avait une longue focale. Moi si j'avais eu un bras longue focale, ça m'aurait arrangé des fois. Mais d'ailleurs c'était un problème au début, parce qu'au début il avait tendance à effrayer les chevaux, parce qu'il se mettait un peu derrière les buissons, pour justement pas les effrayer, mais des fois les chevaux s'approchaient du buisson et d'un seul coup ils tombaient sur lui, quoi. Donc ça c'était des petites blagues qui les ont pas vraiment amusés. Mais à côté de ça, après, ils se sont habitués aussi à notre présence, au caméraman et à moi. Donc petit à petit, voilà. Et ce rapprochement a été plus facile aussi à gérer. Et ce qui est rigolo, c'est que vous voyez aussi dans le documentaire, au début on arrive dans la pampa et puis on découvre. Et puis au bout de quelques jours, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on arrive, il y a un oiseau qui fait un drôle de bruit. Et on l'appelait la balance. Parce qu'en fait, je pense qu'il avertissait tous les autres animaux. Et on ne voyait pas vraiment d'animaux. Le lama sauvage, on l'entendait très, très au loin. Et puis on n'arrivait surtout pas à l'approcher. Et puis petit à petit, alors je ne vais pas dire que je suis devenu Blanche-Neige, hein, mais c'est vrai qu'il y avait, alors la moufette, on l'a gardée à distance, mais sinon il y avait d'autres animaux, et d'ailleurs on voit à la fin, et Florent, c'est un des premiers trucs qu'il nous avait dit, il nous disait, mais il y a un animal qui est bizarre dans cette région, c'est un croisement entre un lièvre et un chien, quoi. Il ne sait pas trop nous expliquer, et en fait c'est un marat. Un marat, donc c'est un gros rongeur, et ils sont toujours par deux normalement, puis alors c'est rigolo parce qu'ils avancent comme ça, puis hop, quand ils nous voient, mais même des fois on les voyait super loin, ils s'arrêtaient, et puis ils s'asseyaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils repartaient ensemble. Et puis là en fait on a alors je pense que c'est un vieux qui doit être veuf, ou je ne vais pas vous faire pleurer, hein, mais normalement ils sont en couple toute leur vie, voilà, et là il est tout seul. Et lui, mais j'ai même pu le filmer avec mon téléphone, il était à 5 mètres de moi, alors qu'au début on ne pouvait pas les approcher à moins de 200 mètres, quoi. Donc c'est ça qui était rigolo. Il y avait aussi un moment, je me suis vraiment posé la question avec le guanaco, et j'ai essayé de passer à travers les fils pour essayer la main tendue sur le guanaco, mais pas pareil. Alors attendez, parce qu'on va essayer de faire participer un peu tout le monde quand même. Vous êtes très présents là, hein, mais c'est gentil. Alors oui. Avoir pris un cheval pour commencer à les chercher, au lieu de tout faire à pied. Et pourquoi j'ai pas pris un cheval? Il y a même mon père, quand il a vu la première fois le documentaire, il m'a dit, mais pourquoi t'as pas pris un petit peu des croûtons de pain ou un truc comme ça? C'est vrai qu'on serait tenté de tricher. Parce que je veux apprendre encore plus. Donc en fait, moi je fais exprès d'être dans cette fragilité, et ce que je veux, c'est ne pas être aidé. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment d'avoir cette capacité tout seul à essayer de les attirer, de les concentrer, tout ça. Je voulais pas faciliter l'histoire, parce que c'est sûr qu'avec un cheval, et pour les baskets, et pour attirer les chevaux, faut pas que je m'approche là en fait, et ça aurait aidé, évidemment. Mais moi, je voulais pas être aidé. Je voulais vraiment essayer de trouver les subtilités qui me manquaient pour obtenir l'harmonie. Et avant cette aventure, je disais dans les stages, pour être honnête, j'ai jamais vraiment encore découvert l'harmonie avec les chevaux. Je sentais que je faisais vite du dressage ou des trucs comme ça, qui fonctionnent, mais il me manquait un truc. Et là, quand je fais avancer les chevaux juste au regard, ça c'est le premier moment qui est incroyable pour moi, parce que je pensais pas que c'était possible. À ce moment-là de l'aventure, je peux pas toucher les chevaux. Et quand je les regarde, je peux les faire venir. Ça paraît incroyable, jamais de ma vie de dresseur, je pensais qu'il y allait y avoir ça. Alors il y a eu ce moment-là qui a été, mais surtout la dernière, c'est Élu. Alors je me dis, bon, de toute façon je suis là, j'ai rien à perdre, je vais essayer avec Élu. Mais au fond de moi, j'espérais évidemment, mais je ne me faisais pas trop d'illusions. Et puis je la regarde, et elle vient elle aussi, alors que c'est elle la plus loin. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai re-regardé les images après, parce que quand je les ai vécues, j'ai pas capté tout ça, mais quand je fais venir Meneuse, déjà les autres sont très concentrés sur ce qui se passe. Et alors c'est ce qui est rigolo, c'est que justement, et ça me fait ce même phénomène avec mes chevaux maintenant, c'est que je sais que l'ambiance que j'ai avec un des chevaux que je reprends, déteint sur tous les autres. Et les autres, c'est là où ce monde est quelque part... ce monde nous échappe, c'est ce monde de subtilité. Hein, il y en a qui me disent « Ouais, mon cheval, il est super intelligent. » Et tout est relatif, parce que je leur dis « Oui, mais bon, quand tu amènes un seau d'eau tous les soirs, et puis que tous les matins, il est renversé, et puis qu'il a soif, ça fait 10 ans que ça dure.
pas vraiment un signe d'intelligence. On en a d'autres, des choses comme ça avec les chevaux, mais peu importe. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, je me rappelle une fois, j'étais tombé sur la liste des animaux classés par l'intelligence. Et puis je cherche le rat, le loup, le dauphin, tout ça. La gazelle. Hein. Ah, ça y est, elle est là. Oh, après l'âne. Eh oui, après l'âne, ma gazelle, que j'aime tellement. Et en fait, et je sais que je me rappelle que j'étais très déçu. Et puis j'espérais qu'ils se soient trompés. Mais bon, avec l'expérience, après, je me suis dit non, ils ont peut-être bien raison. Mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça, des fois on me pose la question, qu'est-ce que les chevaux t'ont apporté? Ben justement, c'est cette subtilité de langage. Et les chevaux sont capables, je les appelle les scanners sur pattes, et ils sont capables de venir détecter ce que tu vas leur demander. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça, et qui disent, mais mon cheval, il a anticipé l'exercice. Et je lui dis, est-ce que tu as pensé à l'exercice? Il me dit oui. Je dis, ben, il n'a pas anticipé, il a reçu la demande. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que ton cheval prend plaisir à faire ton exercice, donc tout va bien. Mais ne te dis pas qu'il a anticipé, sache que c'est des vrais... Bon, je disais déjà dans le film Gazelle, hein, face à un cheval, on est comme un livre ouvert, je disais. D'ailleurs, je l'ai ressorti un petit peu dans l'émission Faut pas rêver, là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Moi, quand j'ai des phrases qui tiennent un peu, je les sors. C'est comme... alors j'étais content, mais j'ai sorti ça hier soir à Villeneuve-les-Béziers, là, dans une avant-première. Pourtant, je suis content de cette phrase, alors je vais essayer avec vous. Et justement, par rapport à cette histoire de main tendue, j'ai dit, un cheval qui te donne ses antérieurs, te donne son cœur. Ah, merci. Parce que là-bas, il y a eu zéro réaction. Hein. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as changé ta manière d'approcher les chevaux? Qu'est-ce qui fait que j'ai changé ma manière d'approcher les chevaux? Eh ben, c'est d'arrêter de me dire que je savais tout. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, et ça, je dirais que c'est Dieu qui m'a enseigné l'humilité. Parce qu'à chaque fois que, dans la vie, à chaque fois que je me la pétais, comme on dit, je prenais une claque. Mais comme j'étais pas croyant, j'étais un peu fataliste. Je me dis, ben voilà, j'ai fait un peu un spectacle qui se passe bien, par exemple. Je sortais un petit peu comme ça. Oui, un autographe, bien sûr. Voilà. Une photo? Pas de problème. J'étais vite comme ça, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, ça avait mis des tensions avec les autres artistes, mon frère y compris, et je supportais pas qu'on fasse comme moi, par exemple, ou qu'on commence à faire La Liberté, alors qu'à l'époque, il y avait Frédéric avec Templado qui est arrivé, Jean-Marc Imbert avec Nikito, tout ça, et c'était des super spectacles. Mais moi, ça ne me faisait pas plaisir. Bah non, moi, je voulais rester seul au monde, avec ma petite gazelle sous le bras et ma peau de bête. Même si mon costume ne ressemblait pas à une grande star, voilà, je me sentais une grande star. Et puis là, je bloque un peu, je fais du dressage, ok, parce qu'il y a une personne hier qui m'a dit « mais que tu crois en Dieu ou pas, tu faisais du spectacle avant ?» J'ai dit « ouais, mais pour être honnête, je sais qu'avant, j'étais tout de suite dans ce chemin du dressage, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut marcher. » Et puis c'est vrai que cette conversion, bah, c'est ce qu'on explique dans le film Gazelle encore, elle m'a complètement chamboulé, d'ailleurs elle m'a amené à... J'allais dire à retrouver mon frère parce qu'on avait des tensions et je suis arrivé, un jour j'ai dit écoute, je crois en Dieu et je veux qu'on se réconcilie. Alors évidemment mon frangin il m'a regardé un peu comme ça en disant où est le piège? C'est un peu comme si je disais en Angleterre il faut parler quoi? Il dit ouais ça sonne juste son histoire mais elle l'a un peu inquiété sur le moment quand même. Alors je ne vous dis pas mes parents aussi, hein, qui ont dit, ils pensaient que j'étais peut-être dans une secte, où je sais qu'il y avait un petit peu des tensions, hein, c'est vrai, hein. Eh oui, elle confirme. Alors la réponse est oui, je suis tombé dans une secte, ils me prennent tout mon pognon. D'ailleurs, si vous pouvez cotiser à la sortie. Non, mais et cette croyance, en fait, et comme je dis, encore une fois, bah, le film Gazelle, vous n'avez plus besoin de l'acheter, parce que je vous dis encore une phrase, à la fin, il y a une personne qui me dit « mais pourquoi tu essayes de réconcilier les gens, tout ça ?» Et il me dit « de quelle religion fais-tu partie ?» Et là, je le regarde, je fais « non, je suis trop croyant pour être religieux. » C'est une drôle de phrase, hein? En plus, ça ne veut rien dire. Parce que si on reprend le mot religieux à la base, c'est relié à. Religieux, ça veut dire relié à. Donc je suis relié à Dieu par Jésus. Donc quelque part, ça pourrait être une religion. Mais en fait, regardez les religions, ce qu'elles ont fait. Et je dirais que ce mot religieux, il est devenu finalement pas sympathique, parce que bah, je ne veux pas vous faire la guerre des croisades, des choses comme ça. Et dès qu'en fait on fait partie d'une religion, pour moi c'est déjà le début d'une secte.
d'accord? Parce qu'on ne va pas être d'accord avec les autres qui ne croient pas exactement comme nous. Alors ça aussi, ça change. Parce que là, par exemple, ce matin, j'ai ouvert mon jardin à plusieurs églises qui se rassemblent. Alors on a des prêtres, des pasteurs et tout ça qui, je vous dis pas l'ambiance dans mon jardin ce matin, c'était sympathique comme tout, et surtout qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter ces histoires de religion et de se bloquer dans un système. Après tout, et j'ai même réussi une fois à convaincre un musulman de prier avec moi. Au début, je lui ai proposé qu'on prie parce que j'étais là pour le former avec les chevaux, et moi, avant d'aller voir mes chevaux, je prie toujours. Regardez l'histoire avec Meneuse ou quand elle risque de me donner un coup de pied ou même Bébé qui risque de m'attaquer. C'est pas mes 40 ans d'expérience qui vont me mettre à l'abri de tout ça. Et ça, je le sais parce que j'ai déjà repris des chevaux qui m'attaquaient vraiment violemment. Et croyez-moi que s'il y a bien un moment où je pense à prier, c'est celui-là. Autant il y a des jours où je peux peut-être un peu zapper, mais celui-là, j'y pense. Et après, j'arrive avec cette sérénité. Je m'applique évidemment, mais j'arrive avec cette sérénité. Et tout ça pour dire que, voilà, moi, ça a changé ma vie, cette histoire. Ça m'a réconcilié avec mon frangin. Là, franchement, on a refait des spectacles ensemble depuis. Et quel bonheur que de prendre Frédéric dans les bras à la fin du spectacle. Et voilà, c'est quand même mieux maintenant. Hein, il y a eu les années avant et après Jésus-Christ. Ben, il y a eu Jean-François avant et après Jésus-Christ. Et je ne reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr. Et franchement, j'avais dit ça à Florent, parce que je ne connaissais pas le point de vue de Florent par rapport à tout ça. Et moi, j'aime bien essayer d'être clair et puis que les gens ne se braquent pas. Voilà. C'est que mon point de vue, hein. Je ne vous demande pas de croire en Dieu, ce n'est pas du prosélytisme. Mais si on me demande qu'est-ce qui a changé mon rapport avec les chevaux, ben, c'est déjà d'avoir changé ma vie. Et j'avais dit à Florent, cette aventure, je la fais parce que je crois en Dieu. Et il me regarde, il dit « Oh, ben ça va, tu vas pas partir avec ton sac à dos en route et puis essayer de trouver des racines pour survivre. » Il dit « Je t'offre le couvert. » C'est vrai, en plus, il avait fait des travaux dans sa ferme et tout, c'était super confortable. Je lui dis « Ouais, mais avec les chevaux, surtout là, dans ce contexte, ça peut vite partir en vrille. » Bon, il n'était pas trop... ouais, il restait un petit peu dans sa tête, je ne sais pas exactement, en tout cas, voilà. Il ne s'est pas plus prononcé. Et puis quand il a vu l'accident, toujours sur cet ordinateur, là, c'est marrant parce que c'est moi qui lui amène l'ordinateur et quand il voit l'accident, son réflexe c'est de me regarder. Je dis mais je t'ai amené l'ordinateur en marchant, c'est que je vais bien. Et il était là, il dit mais tu vas bien? Et puis il dit mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Et je dis mais tu vois, tu te rappelles en début d'aventure quand je t'ai dit que je faisais cette aventure parce que je voulais pas y aller sans Dieu, sans risquer de pas être protégé. Il dit ben voilà, et je me suis relevé, et puis la fin, elle a été comme ça. Mais franchement, c'est un message que je vous laisse, parce qu'il y a une nana hier qui était un peu braquée. Je dis mais tu sais, alors déjà je te parle de Dieu, c'est pour toi, c'est pas pour moi, parce que moi, que tu crois en Dieu ou pas, j'en ai rien à faire. Sachez maintenant que tous les stages que je mets en place, eh ben, on prie avant. Je dis, vous voulez savoir quels sont tous les détails que je mets en place pour parler à mes chevaux? Ben, je commence par ça. Je vous le propose. Si vous ne voulez pas venir, mais restez. Faites pas la prière pour me faire plaisir. Je dis, mais par contre, si vous êtes gêné, ben, partez. Je ne suis pas là pour vous gêner non plus. Et je suis toujours étonné du nombre de gens qui viennent dans la prière. Et il y en a qui disent, « Oh, j'avais jamais prié, c'est sympa. » Ben ouais, et puis c'est sympa. Puis encore, là, tu l'as vécu le moment, mais après, ce qui se passe derrière, franchement... C'est un conseil. Moi, quand j'ai commencé quand on a fait le film Gazelle, on s'est dit, bon, ça y est, la carrière, elle est peut-être finie. Et je me suis dit, tant pis. Moi, j'ai reçu ça dans ma vie, ça a changé ma vie, donc je vous le conseille. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas grave. On fait une dernière question? Allez, on va là-bas. Enseigner les autres, pardon? Ah, on n'a pas eu le temps. C'était l'objectif un peu. C'est difficile de parler à quelqu'un parce que ces gauchos-là, finalement pour eux, s'il faut prendre un cheval pour attraper l'autre au lasso, ils ont l'habitude comme ça, puis ils savent que ce cheval-là, ils le mettent dans un petit paddock. Donc ils prennent moins de risques, ils se sont habitués à ça. Et tu sais, une technique qui marche, tu ne la remets pas tellement en question. Donc ils m'ont regardé un petit peu, mais quand même. Il y a une image à un moment dans le film qui est très symbolique, c'est qu'on voit les deux gauchos qui sont adossés à la barrière,
Et puis, on voit élu le poteau, le fameux poteau palenqué, et moi de l'autre côté. Et tout ça en liberté. Et peut-être que là, dans leur tête, il y a un moment, ils se sont dit, tiens, c'est rigolo parce qu'il a notre matériel juste devant lui et il ne l'utilise pas. Et au contraire, il laisse la liberté au cheval de tourner autour, tout ça. Alors après, je sais pas, mais ces gauchos-là, ils ont leur vie, ils sont installés comme ça, tout va bien. Après, ça n'a rien à voir avec le gaucho qui paye sa place dans un stage. Parce que lui, déjà, il se dit, tiens, ce Français, il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Et c'est là où finalement, lui, il arrive. Parce que j'ai une personne une fois qui me dit, oh là là, mais j'ai suivi ton stage, mais t'es très pédagogue et c'est génial ta façon d'enseigner. Je dis, parce que moi, je suis prof d'école et j'ai pas ça avec mes élèves. Et je dis, ouais, mais attends, moi, les miens, ils payent pour venir. Les tiens, non. Et je sais parce que moi, j'ai jamais payé pour y aller à l'école. Mais bon, j'ai fini dans les chevaux aussi. Allez, une dernière alors. Merci, c'est gentil. Ouais. Merci pour votre fille. De rien. J'ai une question, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Toute la première partie du film, dans votre relation avec les quatre criolos, c'est une partie qui est très belle, justement. Et puis après, vous êtes un peu précipité par le timing et vous avez cet accident. Mais ça, c'est au moins, je sais plus, au 35e jour. Donc après, vous changez votre façon, vous lâchez prise. Et après, il reste très peu de temps. Et comment, à cet accident, déjà, moi, meneuse, bon, elle a pris peur, etc. Et comment, si peu de temps après, vous arrivez à mettre la selle et à monter dessus? Je comprends pas. Vous avez entendu la question? Hein? Elle n'était pas claire, la question. Si, j'ai bien compris, parce qu'en plus, je l'ai déjà eu dans les projections, dans un débat. Et en fait, la question, c'est comment, après cet accident, alors que tu forçais les choses, comment en 3 jours, d'un seul coup, tu te retrouves à cheval? C'est vrai que ça paraît improbable, mais voilà, ce qui est impossible à moi n'est pas impossible à Dieu déjà, et je suis dans cette aventure vraiment comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on regarde les images, alors certes, je fais des erreurs, mais je vous donne un exemple. Quand j'attache Ombré et qu'il se débat comme ça, alors j'avais mis une petite ficelle pour pas qu'il... parce que les longes, là, vous pouvez soulever un cheval avec leurs longes. Hein. Et puis la ficelle casse, et je suis là, je fais « Ok, trop tôt pour les attacher ». Et en fait, pendant tout le temps où je fais les erreurs, on peut pas repasser le film, non. Dans ce moment où je force les choses, en fait, je reste très très zen. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas nourri leurs inquiétudes. Et c'est vrai que meneuse, le surlendemain de l'accident, les rênes détendues, je l'amène à côté de cette poutre, je mets mes pieds dessus comme ça. Je fais n'importe quoi, hein, je ne le conseille pas forcément, ça m'est venu comme ça. Je fais ça et regarde bien ce qui se passe. Je marche sur la poutre, je saute et les rênes détendues, hop, elle vient. Alors que quelques jours avant, je ne sais plus exactement quand, juste le fait de faire tomber le licol devant elle, elle explose et elle part, elle amène tout le monde. Eh bien, c'est possible. Mais j'ai pas vraiment la réponse à tout. Hein. Moi, je vous ai jamais dit que j'avais la vérité ni quoi que ce soit. Et comme cette histoire de main tendue, eh ben, je m'imagine cette queue tendue à l'horizontale comme ça. Et j'ai pas... non. Et quand je découvre ça, encore aujourd'hui, je sais pas vraiment l'expliquer. Mais ça marche. Alors, voilà quoi. Alors, normalement, on avait dit que c'était la dernière. Bon, allez. La dernière des dernières des dernières. Non, je ne suis pas retourné en Patagonie, mais on a un projet encore avec Florent, mais sauf que ça, c'était avant sa maladie. On devait en parler cet été, mais je ne vais pas l'embêter avec ça. Mais le but du jeu, c'était d'amener des gens un petit peu en pèlerinage avec moi et puis leur faire découvrir les chevaux, tout ça. Alors, n'envoyez pas de mail à ce propos, je me suis fait gronder par ma femme. Elle m'a dit, mais il y a une fois, j'ai dit, voilà, on a ce projet-là, et elle a reçu plein de mails, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as raconté encore? Donc voilà. Vous voulez qu'on reste copains? Soyez sympa. Ok? Vous pourrez dire à Florent Pagny qu'on l'adore. Mais oui, mais on a fait une vidéo une fois comme ça, et pour son anniversaire, dans la tournée, et c'était sympa comme tout. Il n'y a pas de souci. Et il le sent, hein, il l'a dit d'ailleurs dans son dernier message qu'il était soutenu, et il vous remercie pour vos textos, vos mails, vos Insta. Il faut montrer ce film au gaucho là-bas. Eh bien, il est prévu qu'on aille faire à Buenos Aires, mais bon, voilà. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Alors, moi j'ai une dernière chose à vous dire, on va s'arrêter là, parce qu'on n'est pas vraiment chez moi. Et comme disait ma grand-mère,
Eh ben, vous êtes bien mignon.